Bon, bonjour à tous. Donc, on va vous parler du Domain Driven Design. Donc, j'aimerais d'abord demander dans la salle aux développeurs de lever la main. D'accord, donc ça c'est super cool. Donc, vous vous êtes déjà demandé, lorsque vous faites un morceau de code, où est-ce que je vais placer mon code? Dans ma solution, dans mon projet? Si ça vous arrive, cette présentation c'est carrément pour vous. D'accord? Donc, ça marche pas. C'est cool. C'est à moi? Ah, nickel, on m'entend. Yes. Bon, comme vous l'avez compris, vous l'a dit Philippe, je viens d'apprendre que je fais la presse. Donc si c'est pas très fluide, c'est normal. Bon, on va commencer par un sommaire rapidement. Attendez, je prends mes marques. Voilà, parfait. Donc on va commencer par une introduction au DDD. Donc déjà, qu'est-ce que c'est le Domain Driven Design? Et du coup, on va essayer de vous montrer un peu comment on peut résoudre des problèmes complexes en développant des applications. Après, alors on sait qu'il y a beaucoup d'amateurs de bière dans la salle, donc ça on l'a vu lundi et mardi soir déjà. Du coup, on va vous parler d'une application, la Kaizen Tech Beer. Et donc c'est une application qu'on va essayer de développer d'abord sans DDD, et après avec une approche DDD en réutilisant les notions qu'on aura vues dans la première partie. Et pour terminer, donc on finira par une conclusion de Juan Pablo sur le retour d'expérience qu'il a pu acquérir depuis 1 an dans le DDD en appliquant le DDD dans le monde de l'industrie. Enfin, industriel. Alors, le Domain Driven Design. Qu'est-ce que c'est le DDD? Alors, en français, ça signifie la conception pilotée par le domaine. Donc, cette notion est apparue pour la première fois en 2003 dans le livre de Eric Evans. Et en fait, elle est vraiment née de la volonté d'accorder de l'importance au métier dans le développement d'applications logicielles. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas une méthode pour développer des logiciels, mais bien une approche donc pour développer des logiciels complexes. Et c'est marrant parce que hier, j'étais à la conférence Agilité, et Stéphanie et Andréane disaient que l'agilité, elle s'applique bien dans les projets complexes. Le DDD, c'est un peu pareil, mais pour les logiciels. Donc ça va vraiment vous aider à résoudre des problèmes complexes. Alors le DDD se focalise sur 3 points importants: la connaissance du domaine, l'omniprésence du langage, on parlera d'ubiquitous language, donc je vais vous en parler un peu après, et la collaboration étroite entre les experts du domaine et les développeurs. Alors le DDD, on va voir quelques petites définitions. D'abord, le domaine. Le domaine, c'est l'ensemble des connaissances métiers, et ces connaissances métiers, c'est vraiment les experts du domaine qui les possèdent. On va définir un modèle. Donc un modèle, c'est un aspect du domaine métier. Et ce modèle, on va le borner avec le bounded context. Donc le bounded context, c'est le contexte borné qui va définir le périmètre du modèle. Et notre modèle ne sera vrai et applicable que dans ce bounded context. On va parler aussi du coup d'ubiquitous language. Donc c'est le langage omniprésent qui va être partagé au sein de l'équipe. C'est vraiment un langage qui va être parlé par tous les membres de l'équipe au sens large, donc que ce soit les experts du domaine, les product owners, les développeurs, le chef de projet. Et il va être vraiment très important parce qu'il va être présent dans les spécifications s'il y en a et dans le code. Alors notre domaine, il peut être assez vaste. Du coup, on va être amené à parfois le découper en plusieurs bounded contexts et définir plusieurs modèles. Si on prend l'exemple de la santé, qui est un domaine assez large, on va être amené par exemple à définir un bounded context pour tout ce qui est partie facturation, parce que c'est un domaine, enfin un métier qui est spécifique. On va aussi avoir un bounded context pour la pharmacie, tout ce qui est gestion des stocks, des médicaments, etc. Donc finalement, le DDD, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment placer le domaine métier au centre du développement des applications, et tout ça dans des bounded contexts. Donc, maintenant qu'on a vu très rapidement ce que c'est le DDD, on va pouvoir passer au développement de la Kaizen Tech Beer. Mais tu es bien pressé quand même, JB. Je sais que tu adores ça, la bière, mais on va vous donner des moyens de vraiment réussir votre code et arriver à isoler votre métier. Donc, je vais vous présenter le Model Driven Design. Donc, c'est un ensemble de concepts
qui va permettre de structurer notre code, parce qu'on on veut développer des applications. Donc il y a différents concepts, par exemple l'entité, entity, que c'est un objet qui a bien sûr une identité, c'est-à-dire que deux objets qui sont différents, ils sont des identités différentes. Il y a aussi les value objects, que c'est des objets dont la principale caractéristique, c'est que c'est des objets immutables. D'accord ? C'est des objets qui permettent de décrire des choses. Nous avons des domain events. Donc, c'est des événements qui se passent au sein du domaine et qui vont être utilisés pour notifier des changements dans les domaines. Mais pas tous les changements, juste les changements qui sont pertinents et qu'on veut notifier, qui ont un impact. Ensuite, nous avons un concept très important, qui c'est un aggregate. Donc, les agrégats, ça permet d'encapsuler donc, les entités, les value objects, qui partagent en fait une responsabilité. D'accord ? Parce qu'on essaye d'isoler les responsabilités. Donc, les agrégats, il va nous permettre de faire ça. Et donc, il va commencer à fixer déjà des bornes. Ensuite, nous avons des services métiers. Et ces services, on va les utiliser si il est nécessaire on n'est pas capable, en fait, de mettre la logique métier au sein des entités, donc parce que c'est très complexe, donc il va falloir créer un service métier, parce qu'il nous faut mettre des règles métiers, d'accord ? Et ce n'est pas possible de les mettre au sein des entités. Nous avons la notion de repository, qui va nous permettre de requêter des agrégats, donc on va récupérer des agrégats, et on va insérer des agrégats, donc toute la partie des requêtages, quoi, des queries. Et nous avons par exemple aussi la notion de factory qui va nous permettre de créer, encapsuler la création des objets complexes, donc, dans les cas des agrégats ou des value objects. Donc là, nous savons que le domain driven design, il veut mettre donc, les métiers au cœur du développement. Je vous ai parlé du model driven design qui nous donne un ensemble de concepts afin de structurer carrément notre code. Et avec ça, on pourrait déjà commencer à créer nos applications, à isoler notre métier. Mais je vais vous parler de l'architecture hexagonale. Donc l'architecture, largement, lorsqu'on développe des applications, on utilise des architectures en couches. Mais je vais vous parler donc de l'architecture hexagonale qui va nous aider, en plus, à vraiment isoler notre code. Donc nous avons notre application, qui naturellement, on va dire, représente notre borne de contexte. Au sein, nous avons donc tout ce qui est métier. Pour modéliser notre métier, nous allons utiliser donc, les concepts du Model Driven Design, donc les agrégats, les services, repositories, value objects, etc. Et voilà. Donc, cet cœur métier, il a besoin de communiquer ou être accessible de l'extérieur. Par exemple, pour l'interface utilisateur, avec les données, avec des brokers pour communiquer avec d'autres systèmes. Et donc, dans l'architecture hexagonale, on va parler de port, donc, qui va permettre au cœur, donc à notre application au cœur du métier, quoi, de communiquer avec l'extérieur. Donc il y a deux types de ports. Donc un port de niveau 1, qui c'est des API, c'est-à-dire qu'est-ce que mon application elle fournit à l'extérieur. D'accord ? Et il y a des ports de niveau 2, qui c'est des SPI, donc qu'est-ce que mon application elle en a besoin pour pouvoir fournir une fonctionnalité. Donc par exemple, avec l'interface utilisateur, c'est plutôt, on va avoir un port de niveau 1, et pour les données, on va avoir un port de niveau 2, parce qu'on va vouloir stocker nos données, etc. Donc, de l'autre côté, donc à l'extérieur de l'hexagone, on va avoir des adapteurs. Donc on a des adapteurs pareils de niveau 1 qui vont utiliser donc, les API, donc, au niveau de la UI, par exemple, et des adapteurs de niveau 2, donc qui vont dire, ils vont implémenter des SPI. Donc par exemple, dans les données. Donc qu'est-ce qu'on peut voir ici, c'est que nous, grâce à cette architecture, nous avons carrément isolé notre code métier. Et l'extérieur, tout ce qui est infrastructure, ne nous intéresse pas vraiment, d'accord ? Donc, maintenant qu'on a le bounded contest, ben, qu'est-ce qu'on teste ? Ben, en fait, dans les domaines driven design, il est dit que le bounded context, il doit garantir la vérité, il doit être toujours vrai. Donc, il va préconiser faire de l'intégration continue, et qui parle d'intégration continue, parler des tests. Donc, étant donné qu'on a bien défini nos ports, donc nos ports API et ports SPI, on va faire nos tests unitaires sur le port de niveau 1, donc tout ce qui est API. Donc, on fait des tests unitaires pour cela. On va moquer tous les SPI, donc les ports de niveau 2,
parce qu'on va juste simuler les résultats qu'on atteint, mais on ne va pas vraiment s'intéresser à l'architecture. Et on va faire beaucoup de ces tests, d'accord? Parce qu'il faut garantir que le banc de contexte il respecte le contrat, d'accord? Donc l'API. Ensuite, nous allons avoir des tests d'intégration, quelques sont, qui vont nous permettre de vérifier qu'il y a un bon branchement entre les ports et les adapteurs. Par exemple, qu'effectivement, on arrive à persister les données dans la base de données, qu'on arrive à récupérer, donc à partir de la base de données ou des fichiers de texte, on arrive carrément à construire des agrégats. Et on va faire donc quelques sons de ces tests-là. Et on va faire très peu de tests end-to-end, donc qui vont traverser depuis l'interface utilisateur jusqu'à le stockage de la base de données, le déclenchement des événements et communiquer à l'extérieur de notre application. Donc voilà, on va faire vraiment très peu de ces tests-là, end-to-end. Donc là, nous avons tous les moyens de vraiment développer nos applications et faire du domain driven design, c'est-à-dire pouvoir isoler notre code métier et ne pas y penser à tout ce qui est infrastructure et tout l'extérieur. Donc on peut passer au développement de l'application. On peut passer au développement de ton application. Enfin, merci. Bon, on va vous parler du coup de la Kaizen Tech Beer. Donc la Kaizen Tech Beer, qu'est-ce que c'est? C'est une application qui, pendant l'événement de la Kaizen Tech Week, va nous permettre de monitorer, mais surtout de surveiller votre consommation de bière. Donc dans notre exemple, on est parti sur le principe que vous aviez le droit à 3 bières par jour pendant l'événement. C'est notre cas. Je crois. Bon, peu importe. Donc du coup, pour notre exemple, là on a pris le cas de quelqu'un au hasard, Philippe T. Il est juste derrière, il vous dit coucou. C'est le gérant qui vous a parlé tout à l'heure. Voilà. Du coup, voilà, Philippe, au début de l'événement, il avait le droit à 3 bières par jour. Et au fur et à mesure de l'événement, nous on veut savoir combien il en a bu. Donc là on voit que le lundi il en a bu qu'une, le mardi il a fait soft. Par contre, ce soir, il les a déjà toutes bues. Je ne savais pas qu'ils avaient ouvert la pompe. Bon. Voilà. Donc maintenant, on va passer à le développement de l'application en raisonnant sans DDD, avec des guillemets. Donc nous, on a choisi de partir sur une architecture en couche, parce que c'est très largement utilisé pour les applications. Donc, pour commencer, au niveau de nos données, on s'est dit on va stocker le nombre de bières attribuées par jour et par personne, donc au nombre de 3. Et ensuite, on va compter le nombre de bières bues par jour et par personne. Au niveau de notre logique métier, on va faire un service qui récupère ces données et qui les transfère à l'interface utilisateur. Notre interface utilisateur va faire un calcul simple, elle va faire une soustraction pour connaître le nombre de bières qu'il reste à chaque personne. Et ensuite, elle affiche le résultat, donc, comme on l'a vu précédemment. Donc, on a volontairement mal modelé entre guillemets, cette application en introduisant de la logique métier au niveau de l'interface utilisateur, même si on fait un calcul très simple. Et on a également fait un service qui récupère simplement des données et qui en fait ne fait pas du tout de logique métier dedans. Un truc aussi sur l'architecture en couche, on n'a pas choisi cette architecture parce qu'elle n'est pas bien, au contraire le DDD l'utilise, mais simplement elle a tendance à nous faire d'abord modeler les données et ensuite structurer le code autour. Donc maintenant, notre exemple, on l'a codé, il marche, le résultat est là, Kaizen est content, parce que du coup il peut surveiller tout le monde, donc c'est bien, on est content. C'est vrai, mais c'est pas assez. Et je suis sûr qu'avec tout ce qu'on a appris jusqu'à le moment, on peut faire la même application avec du DDD. Donc on va lever les guillemets de raisonnement, parce que là on va commencer à raisonner. Donc, qu'est-ce qu'il nous faudrait? Donc on a vu un énorme éventail des concepts. Donc on va commencer à raisonner pour faire notre DDD. Donc on fait la Kaizen Tech Beer. Qu'est-ce qu'il nous faut? Je pense qu'on va d'abord identifier les entités. C'est ça? Mais tu es trop fort. Franchement, c'est un truc de fou. Putain. J'ai bossé avant de venir. Et c'est quoi les entités qui pourraient nous manquer? Développe mon cerveau, bière du savoir. Moi, je pense qu'on va parler de bière, encore. En effet, On il parle te de faut bière une entité bière. Ma bière. Pourquoi ma bière? Elle est unique. Elle a une identité, un ID, et elle peut changer d'état de disponible à réclamer. Maintenant qu'on a notre bière, on va vouloir récupérer toutes les bières. Donc on va identifier des repositories. Des repositories, par exemple, le Beer Repository, qui nous récupère les bières associées à un jour.
On a fait un repository, c'est pour requêter un agrégat. Donc là, en l'occurrence, la bière, c'est notre aggregate route. Ensuite, on va identifier le service métier, le bière service, afin de consommer la première bière qui est disponible. Donc lui, il va nous fournir vraiment, ben voilà, tiens, cette bière est disponible, Philippe, il peut la consommer. La question qu'on peut se poser, en allant plus loin, c'est est-ce qu'on a des domain events? Je dis oui. On a un domain events, si par exemple une bière change d'état, on peut se dire, ben, on risque d'être en pénurie, on va demander à la petite mousse de nous livrer un fût supplémentaire. Ou alors on peut dire, on va commander des pizzas. Donc là, on aura un domain event. En allant plus loin, est-ce qu'on a un value object? Je dis oui, on a un value object, la composition de la bière. La bière, elle peut être blonde, elle peut être blanche, elle peut être brune, d'une certaine marque, peu importe, mais une fois qu'elle a sa composition, quoi, elle ne peut pas changer. Est-ce que tu ne te rends pas compte de la différence? C'est ressonner avec des DDD et ressonner sans DDD? Au début de la présentation, je ne m'en rendais pas compte. Mais maintenant, je me dis, avec des DDD, à aucun moment je me suis dit comment je vais stocker mes données, comment on va afficher le résultat auprès de l'interface utilisateur. Je me suis vraiment concentré sur la logique métier. Ça commence à me plaire, Juan Pablo, le DDD. Moi, j'aimerais bien que tu me donnes ton ressenti, quels sont les avantages et ton retour d'expérience. Écoute, on va passer donc à la prochaine slide, bien sûr. La conclusion. On va commencer donc pour les avantages du DDD. Donc, le plus gros avantage du DDD, c'est que notre code métier, il est centralisé. Il est vraiment isolé. C'est-à-dire, on peut les pérenniser dans les temps. Il est indépendant de l'infrastructure. En plus, grâce à l'architecture hexagonale, par exemple, majoritairement, avec ce que je vous ai présenté, on sait ce qu'il faut tester. Donc on va tester donc, les API, les services qui vont être fournis par notre code métier. Et ça, c'est très important. Comme on va bien structurer notre code, il va être plus facile, maintenible et évoluable. Je ne sais pas si ça s'est dit, mais je ne parle pas très bien français. Si jamais dans l'équipe il y a des nouveaux développeurs, ils vont comprendre plus facilement le métier. Parce que le code il a été écrit avec des langages du domaine. Donc ça va les permettre déjà de s'approprier un peu plus du domaine. Et donc ça va être facile. Ça va être plus facile pour les nouveaux développeurs. Donc comme on fait des ubiquitous language, on peut écrire du code en français si jamais si tous les développeurs parlent français. Et ça, c'est pas forcément mal vu. Donc, normalement, on est habitué à coder en anglais. Mais si on est dans une boîte francophone et on parle tous français, les règles métiers, ça va être plus facile de les écrire en français. Donc on peut écrire du code en français. Et moi, dans mon projet, ça on le fait et ça me convient très bien. Donc, les plus importants en plus, c'est que ça nous mène vraiment à échanger avec toute l'équipe, avec les experts du domaine, avec tous les développeurs, et tout ça pour vraiment délimiter notre contexte et remettre en cause les modèles qu'on a déjà fait. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut évoluer le modèle, est-ce que peut-être c'est pas un nouveau bounding context, est-ce qu'il ne faut pas faire de nouveaux agrégats? Il faut vraiment échanger entre les membres de l'équipe. C'est ces échanges qui vont vraiment nous faire résonner, ils vont nous permettre de créer du code de qualité. Donc, et tout ça, même si cela va être toujours invisible pour le CEO des utilisateurs. Mais on sait bien que les développeurs, que nous, on est confrontés au code et on n'est jamais bien reconnu et c'est difficile d'expliquer aux gens qui ne sont pas développeurs, qui ont fait plein de choses, mais que pour eux, ils ne les voient pas. Donc, comment j'ai vécu la transition vers les DDD? Bon, à partir de la théorie, donc tout ce qu'on vous a montré au début, il n'est pas évident de commencer à identifier donc les entités, les agrégats, les value objects, les services, est-ce qu'il me faut ça, combien il me faut. C'est pas évident. Donc, bien sûr, le plus important, c'est travailler avec des experts du domaine. Parce que grâce à eux, on va être capable de définir chacun de ces objets-là. Donc, comme on commence à implémenter donc, des nouvelles fonctionnalités, donc les modèles ils commencent à évoluer. Donc, comme je vous disais, on va peut-être créer des nouveaux agrégats. Et ça va arriver, donc bien sûr il faut faire du refactoring, mais c'est normal, il faut prendre le temps pour le faire. C'est très important, parce qu'il faut vraiment isoler notre métier et isoler les responsabilités. Il faut complètement éviter les choix précipités. Ça c'est une très grosse erreur chez les développeurs, des fois donc, il y a le PO qui vient et qui demande d'implémenter une fonctionnalité, et nous on est développeurs, on maîtrise une technologie, on dit ah oui je peux le faire, et boum, tout de suite on va l'implémenter.
Il faut éviter tout ça. Il faut vraiment prendre le temps de discuter avec les autres membres de l'équipe pour identifier et commencer à bien délimiter notre modèle. Donc, un conseil, il faut développer des petites fonctions et utiliser donc des interfaces qui vont carrément exposer l'intention. Donc, par exemple, dans le cas de la beer service, on peut voir dans l'interface de la bière, on va aller dire lorsque elle va être consommée, on va avoir une méthode qui va dire consommer la bière. Au lieu de changer des statuts, qui c'est très générique, on va carrément faire dans l'interface, on va être très expressif, on va dire consommer la bière ou rendre la bière disponible. D'accord ? Donc on va écrire des classes très expressives. Donc, lorsqu'on veut faire du DDD, on va créer beaucoup plus de classes que l'on ne ferait si on ne fait pas du DDD. Mais c'est tout ça qui va nous permettre de vraiment isoler notre code et pouvoir l'évoluer et l'échanger plus rapidement. Donc, il faut surtout s'attendre à écouter parmi les membres de votre équipe. On a toujours fait comme ça, ça a marché mieux comme avant. Et dans ces cas, si le DDD il vous plaît, il faut se remplir des valeurs, de plein courage, et aller évangéliser vos potes parce que... Le DDD déchire. Wouh! Bah, du coup, merci à tous de nous avoir écoutés. Et puis, En espérant surtout avoir levé votre curiosité. Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios Allez, JB. besándome otra vez. Ah, c'est fini. Hein. Merci beaucoup. Vas-y. Non, mais suavemente, ça veut dire aller doux. D'accord? Suavemente. Mollo, mollo. Est-ce que quelqu'un a des questions? Oui. Moi, je voulais savoir si on pouvait appliquer le DDD dans tous les cas. Si c'était applicable vraiment, c'est le modèle à suivre. Tu veux répondre? bon, bah, j'ai gagné. Je l'ai un peu évoqué au début de la présentation. En fait, c'est vraiment il va vraiment t'aider à résoudre des problèmes complexes. Et du coup, dans une application qui est très simple, qui n'a pas beaucoup de logique métier, il ne sera pas forcément pertinent de l'utiliser. Voilà, je ne sais pas si ça répond. Moi, je suis fait vraiment en face en dire s'il n'y a pas de logique métier, il ne faut surtout pas faire du DDD. Si on ne veut pas pérenniser notre code, il ne faut pas faire du DDD. Parce que ce qui arrive, c'est qu'il y a beaucoup d'applications qui sont très dépendantes d'une technologie. D'accord, et dans ces cas, les DD, ça ne nous intéresse pas forcément de les pérenniser. Donc peut-être que ce n'est pas le meilleur cas pour faire du DDD. Donc principalement, JB l'a dit, des applications surtout complexes et qu'on veut pérenniser. Merci. Merci. Quelqu'un d'autre, une question? Oui. Oui, moi ça me fait penser un peu aux microservices. C'est quoi un peu la relation qu'il peut y avoir entre les deux? Donc, dans les microservices, je dirais qu'il y a beaucoup de services qui sont vraiment très liés à data query, des data services. D'accord? Et je pense que ça c'est très 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 répandu. Je ne me rappelle pas les pourcentages ou la relation, mais j'aurais dit 80-20. Donc il y a vraiment très peu de services qui sont de métier. Donc si c'est pour faire de data services, des microservices, mais qui sont vraiment pour requêter et qui sont très dépendants d'une technologie, donc tout ce qui est big data et un framework spécifique, peut-être il ne faut pas faire du DDD. Si on a vraiment du code métier, qu'on a vraiment très isolé et qu'on était capable de créer des bandes de contexte assez petits, mais qui sont fonctionnellement très importants et que le code métier est vraiment très isolé, on peut faire des microservices pour ça aussi, dans ces cas. Donc dans ces cas, je ferai du DDD. Merci. Une autre question? Oui. Je crois que c'est levé la main. Voilà, c'est ça. Oui, vous disiez tout à l'heure qu'on pouvait même coder en français, par exemple en DDD. On peut imaginer une application donc, qui est utilisée en France, mais tout d'un coup, la société décide de l'exporter, d'exporter en tout cas le développement. Comment ça se passe à ce moment-là? Il faut former les personnes à l'étranger à parler français? Non, mais pas du tout. On utilise tous Richard Perr.
F2, tu commences à renommer donc, tes méthodes, tes fonctions. Il faut vraiment qu'on parle tous les mêmes langages. Hein. Donc, et ce qui est plus important, c'est que c'est le langage qui doit être parlé par les développeurs, mais aussi par les experts du domaine. Tous les membres de l'équipe qui sont menés à travailler dans cette borne de contexte, ils doivent parler les mêmes langages. Donc il faut juste fixer comment on veut les traduire. Et F2. Merci. Je me posais une question, c'était plutôt dans le cas du web. La REST API, on considère que c'est plutôt dans le port, dans l'adapteur ou plus loin? Un adapteur. D'accord. Comment je l'aurais modélisé, pour moi c'est un adapteur. Donc toi tu vas te finir un port où tu vas dire il faut que je puisse accéder à un service, peut-être un microservice, et dans ton adapteur tu vas faire l'appel à le microservice et tu vas rendre la donnée telle que le domaine, le métier, il en a besoin. D'accord. Donc ça serait côté adapteur. D'accord, merci. D'autres questions? Merci beaucoup.